sauvegarder de la bande passante. Bon, j'ai mis sur... J'y connais rien, moi. Bon, j'ai mis sur cet ordinateur. Alors, comment Laurent, tu vas la prochaine année? Tu fais juste enregistrer si tu m'entends. Oui, j'ai mis sur ordinateur. On teste. Attends. Ça va être compliqué. Bon, vos prévisions 2021? Alors moi, j'ai peut-être pas suivi, mais pourquoi Loïc, tu donnes pas le rôle d'admin à quelqu'un qui pourrait gérer la réunion et toi, tu te reconnectes par ton téléphone? C'est ce qu'il essaye de faire, je crois. Ok. Tu as donné la main, Julien. C'est Fez, le chef. Il a été promu. Bon, vos prévisions pour 2021 alors? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. C'est bon, là, vous m'entendez correctement? Oui, très bien. Bon, d'accord. Non, mais voilà. Donc, je suis revenu. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, c'est ça? Yes. C'est ça. Ok, donc je suis sur la 4G sur mon téléphone, à l'extérieur d'ailleurs, mais à l'intérieur, ça doit marcher aussi. En fait, c'est quand je partageais la connexion de mon téléphone avec mon ordinateur que ça a fait le bordel, quoi, en fait. C'est-à-dire que comme j'ai Free qui m'a lâché parce qu'il faisait des travaux dans la rue ce matin, quand je suis rentré, j'ai vu qu'il faisait des travaux. Et juste au moment où j'arrivais chez moi, ben, il n'y avait plus d'Internet. Donc, c'est ça qui s'est passé, en fait. Et ça peut arriver. Et comme je n'avais pas mis en place la double fibre que j'ai pourtant, mais je ne l'ai pas encore fait, tu vois, c'est ce que je voulais faire, mais maintenant, je vais le faire. Voilà, comme ça, j'aurai deux points d'accès. Et alors après, vous voyez, quand on travaille avec une usine à gaz, avec OBS, avec du multistream, etc., voilà ce qui peut arriver. Alors que quand on est extrêmement simple, comme par exemple avec un smartphone ou avec un PC portable, avec simplement Zoom, on risque moins, hein, évidemment. C'est ce que j'ai souvent expliqué d'ailleurs moi-même. N'est-ce pas? Vous m'entendez bien là alors ou pas? Oui, on t'entend Nickel. Là, vous m'entendez nickel, en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est le partage de ma bande passante avec mon ordinateur qui prenait sur la 4G de mon smartphone qui a foutu le problème, le bordel, quoi, en fait. Ça suffit pas. Bon, Ça. Loïc, si tu lançais le sujet dont tu voulais parler, toi. Oui, bien sûr, mais je voulais quand même vérifier que tout était bon de votre côté, que tu enregistrais bien. À partir de ce moment-là, on peut commencer. C'est fait, Moi, ouais, d'accord. Donc, FS, comme ça, on pourra l'uploader de toute façon sur YouTube si ça a du sens. D'accord? Donc, moi, j'ai proposé que cette semaine, nous parlions de nos prédictions, de nos prévisions pour 2021. Alors, quand je dis prédiction ou prévision, évidemment, ça dépend de notre position à chacun par rapport à ce terme de prévision ou de prédiction. Et je suggère que chacun d'entre nous essaie de voir quelles sont les 3 choses qui lui semblent importantes pour 2021 dans son propre domaine d'activité. Moi, par exemple, c'est la transformation de la vente, l'organisation d'événements dans le domaine de la vente et du social selling. Et c'est évidemment le social selling en lui-même. Voilà. Et donc, est-ce que l'un d'entre vous a pu, entre le moment où il a vu mon message et maintenant, formaliser ces 3 prédictions ou ces 3 prévisions ou un mélange? Oui ou non? Non. Personne? Si, Face. Ah ben voilà, donc c'est parfait. Donc, il y a aussi Vincent Campos qui vient de nous rejoindre. Lui, je pense qu'il y a travaillé puisqu'il a dit hier soir, oui, Loïc, je vais… Non, Vincent? Non, mais tu sais, moi, j'ai envie de te dire que les prédictions, si on les applique pas, c'est bien beau de les écrire. Après, j'ai une ligne de conduite où je ne me fixe pas d'objectif trop loin et plutôt partir, moi, sur de l'objectif max mensuel. Ah, d'accord. Ça, c'est autre chose, des objectifs. Quand je parle des prédictions, c'est
qu'est-ce que notre marché, qu'est-ce que notre domaine de là où on travaille, qu'est-ce que notre écosystème va voir comme évolution dans l'année 2021. C'est ça en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer sur notre marché, dans notre domaine. Ok. Ce n'était pas par rapport à nos objectifs personnels, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Alors, il y a François, je t'ai pas encore entendu, François Michalon. J'ai des problèmes techniques aujourd'hui puisque mon Internet est cassé par Free. Donc, voilà. Oui, François, tu as réfléchi, toi, à des prédictions où tu en as déjà fait? En fait, si tu veux, je viens de voir ton post sur LinkedIn, donc je me suis dit, tiens, j'ai un moment, j'arrive, comme je fais bien souvent, et je participe si je peux. Prédiction. Alors moi, je vais vous donner mes prédictions. Alors, je vais vous donner mes prédictions à moi. Comme ça, c'est ce que j'avais prévu de faire. Ça tombe bien. Celles-là, elles seront mal diffusées, mal enregistrées, mais tant mieux d'une certaine manière. Je les referai plus tard. Donc, moi, personnellement, j'en ai déjà parlé d'ailleurs il y a quelques jours dans une vidéo qu'on a faite en anglais avec une quinzaine de personnes qui sont du domaine du digital, domaine du social selling, du digital selling, etc. Et moi, c'est dans ce domaine-là que je vais faire des prédictions. Voilà, la première prédiction que je vais faire, c'est que ça ne reviendra pas à la normale en matière de vente. Et notamment, la vente à distance, aujourd'hui, elle est là pour durer très, très longtemps. Au problème technique près d'ailleurs, comme on vient de le voir. Donc ça, c'est ma première prédiction, c'est que les gens qui pensent que l'événementiel reviendra comme avant, que la vente redeviendra comme avant, on va visiter les clients, etc. On va aller manger avec les clients, les clients vont nous attendre comme le Messie, nous les commerciaux, pour qu'on vienne les voir physiquement, etc. Je pense que ça, c'est mort. Je pense qu'on a fait un bond de 10 ans en avant, cette année à cause du Covid dans l'utilisation des… Alors, on en parle souvent au Social Selling Forum, d'ailleurs, de ce que je viens de dire, hein, mais je pense que c'est un des éléments fondamentaux dans le domaine de la vente et du social selling associé. C'est qu'aujourd'hui, à distance, la visio-vente, le social selling, d'ailleurs, et tout ça sont là pour durer et croître encore fortement en 2021. Ça, c'est ma première prédiction, qui va à l'opposé de ceux qui diraient ça va revenir à la normale, on est content, les clients vont nous revoir, etc., etc. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette première prédiction. Vous avez un point de vue là-dessus? À titre personnel, clairement, Loïc, oui, c'est ce que je pense. C'est déjà, les tendances étaient là un peu avant la crise. Déjà, on sentait qu'il y avait des tendances qui étaient bien existantes. Et là, c'est clair. Je le vois bien, pour rien que ce qui me concerne dans le secteur dans lequel je suis. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis contraire ou une Je le partage aussi. Je partage aussi cet avis. Alors, moi, je le partage, mais qu'à moitié. Oui, pourquoi, Laurent? En fait, je ne dis pas que j'ai raison ou tort. Je voudrais juste lever 2 points sur ça. Le premier, en disant qu'en allant plutôt dans ton sens, Loïc, dans le sens où il y a aussi une logique plus large que permet la vente à distance et qu'ont permis les visioconférences, c'est la logique écologique, par définition. Je veux dire, en déplacement d'avion, déplacement de voiture, etc., 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 etc. Il y a une logique d'efficacité aussi. Après, dire que tout va rester comme ça, c'est là où j'émets simplement un élément, où j'aimerais amener un élément. Peut-être aussi qu'il va y avoir un rebond des gens qui vont avoir envie vraiment de se voir. Et je pense qu'il y aura quand même des événements en présentiel et que tout ne se fera pas à distance. Alors, je me suis mal exprimé. En fait, je parlais du monde de la vente, du monde de la vente notamment complexe B2B que nous connaissons, dans lesquels il y a des équipes de commerciaux, il y a des dirigeants ou des entrepreneurs qui vont voir physiquement d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants ou des acheteurs. Je ne parle pas des événements personnels notamment, ou du fait qu'on a envie de se réunir dans une église ou qu'on a envie de se réunir dans un spectacle quelconque ou qu'on a envie de manger ensemble, de se toucher, d'avoir de l'émotion ensemble. Ce n'est pas de ça dont je parle en fait, Laurent. Je me suis mal exprimé au début, je pense. Je dis bien dans mon domaine, qui est le domaine de la vente, d'accord, de la transformation de la vente, et plus particulièrement vente dans le domaine des achats complexes. Voilà.
Hein, c'est là. Alors, je ne sais pas si là, mais je pense qu'effectivement, il y aura encore des événements physiques, il y aura encore des rendez-vous physiques. C'est bon, Laurent, est-ce que je me suis… Oui, vas-y, Fez, je te vois, donc c'est bon, tu peux lever le doigt. Moi, Loïc, en fait, je partage le point de vue de Laurent dans le sens où, déjà, en fait, je pense qu'il y a certains clients qui vont nous dire, moi, je préfère en fait une visio ou je préfère en fait en présentiel et c'est au commercial de s'adapter. Après, je pense que c'est le même dilemme que nous allons avoir entre virtuel versus présentiel. Et clairement, il y a certains business complexes, comme tu l'as bien mentionné, où on a besoin de se voir pour en fait augmenter nos chances en fait de comprendre déjà les besoins du client, engager une relation émotionnelle. C'est ça aussi qui est important dans la vente. C'est vraiment créer des liens, créer cette relation de confiance. Et malheureusement, cette relation de confiance, elle n'est pas évidente à créer derrière un écran. Mais c'est là que je dis qu'il y a un changement fondamental et que les vendeurs, les dirigeants et autres vont devoir s'adapter à ce changement plutôt que de penser un peu comme tu le fais là. D'après moi, hein. Alors ça ne veut pas dire que ça se fera du jour au lendemain en 2021, parce que moi, mes prédictions en général, comme je les fais, elles sont beaucoup trop en avance. J'ai partagé ce matin 4 prédictions que j'avais faites en 2011, 2013 et puis en 2017. 2011-2013, c'était pour le SaaS et le cloud, et 2017 pour le social selling. Et évidemment, elles étaient un peu en avance de phase, on va dire. Et tout n'est pas toujours vrai, évidemment. Bon, en tout cas, ça, c'est ma première prédiction, et on en reparlera dans un an. Donc, hein, voilà, on peut le noter, tu l'enregistres. Donc, voilà. La deuxième prédiction que je fais, c'est plutôt dans le domaine de la vente. C'est que les organisations de vente ne vont plus suivre le modèle tel qu'il a été promu depuis quelques années par les éditeurs de logiciels, notamment qui font du SaaS, par la high-tech, qui consistait à subdiviser fortement le métier des vendeurs, c'est-à-dire à sous-segmenter le métier d'un ingénieur d'affaires, à sous-segmenter le métier d'un commercial. Je prends un exemple, dans l'informatique, ça a commencé par, on va faire des account exec, hein, ceux qui s'occupent des clients, et ils vont être aidés au départ et en amont par des sales development reps, des SDR, qui sont des gens qui vont prendre les premiers contacts avec les clients, souvent d'ailleurs à distance par le téléphone ou par le social selling d'ailleurs, hein, ou par d'autres moyens. Et ensuite, c'est l'account exec, c'est l'ingénieur d'affaires qui va chez le client, d'ailleurs souvent physiquement justement, hein, c'est lié à ma première prédiction, et qui va aller discuter des problématiques du client dans tous les sens. D'accord ? Et puis ensuite, ils ont rajouté ce qu'on appelle les Customer Success Managers ou Customer Success Representatives, qui sont les gens qui, une fois que le client a acheté, eh bien, vont aider le client à vraiment utiliser le produit. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une sous-segmentation et c'est même aller plus loin quelquefois que la séparation en 3, hein, entre les commerciaux. Donc, on n'avait plus un seul commercial, on a une trilogie ou quadrilogie de commerciaux qui s'occupent de l'ensemble du parcours d'achat de A à Z du client, mais en se spécialisant chacun. Et ça a été reconnu pendant des années comme étant le modèle à suivre, d'ailleurs, pour beaucoup d'industries, et ce qui fait même que l'industrie traditionnelle ou l'industrie des services s'est mise à utiliser ce genre de sous-segmentation. Hein. Il y a aujourd'hui, par exemple, au DCF, dont je fais encore partie, plein de gens qui parlent de cette sous-segmentation nécessaire des métiers des commerciaux, évidemment dans un esprit de plus d'efficacité. Et moi, je crois qu'on va revoir exactement le contraire, c'est-à-dire un retour à des commerciaux qui, effectivement, prennent en charge le client réellement, de A à Z, hein, par rapport à son parcours d'achat. Que ce soit d'ailleurs un SDR qui fera le nécessaire, hein, ou que ce soit un CSR, parce que dans le jargon que je viens d'utiliser. J'ai d'ailleurs partagé, là aussi, il y a quelques jours, une très bonne vidéo d'un de nos confrères américains qui est allé jusqu'au bout des modèles précédents, dont je parlais, hein, sous segmentation des rôles des commerciaux. Et c'est pareil d'ailleurs pour le marketing. Je pense qu'on va avoir le même genre de retour en arrière au niveau du marketing. On surspécialise tout le monde. Voilà, ça c'est ma deuxième prédiction. Est-ce que là, vous avez une remarque par rapport à celle-ci qui est assez technique, puisque c'est, encore une fois, la vente complexe B2B? Je pense que tu le dis Ça vous parle, ça, ou pas du tout? J'entends. Ouais, moi, Dans tes propres termes, réagir. de vente complexe. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on va revenir plus à la source de la simplification. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est complexe? Et donc, se poser la question pourquoi c'est complexe
et rendre, réduire la complexité. Et c'est ça qui va driver, c'est le pourquoi qui va driver. C'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a une logique économique derrière. On t'entend mal. Ouais. Vas-y, Je pense qu'il y a Julien. une logique Je pense qu'il y a une logique économique derrière cette, Ah non, il veut cette dire quelque chose. segmentation. Il veut de la rien dire, vente. Julien. Si, j'étais en train de parler, mais Oui, mais mets ton micro plus près, effectivement, il se balade trop. ouais, je disais, je pense qu'il y a une logique économique derrière cette segmentation dans les rôles des vendeurs. Moi, je pense au contraire qu'on va rester dans ça, si ce n'est qu'on va peut-être aller vers plus de virtualisation ou d'automatisation de la prospection et du rôle des SDR. Après, je pense que c'est vraiment trois métiers qui sont différents, tu vois, entre la vente et la partie Customer Success Manager. Je pense que c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Le fait qu'on automatise ou qu'on virtualise les SDR va donner plus de travail au vendeur en lui-même, à la compte exécutive. Donc, pour moi, ça milite dans le sens que la compte exécutive n'aura pas le temps d'aller sur de l'avant-vente ou sur de l'après-vente. Pour ce qui est du marketing, alors Julien, je pense qu'on va rester dans une hyper spécialisation parce que les tâches dans le marketing, on dit le marketing, mais le marketing, c'est une foultitude de tâches. Et faire de la pub Facebook ou faire une baseline, une proposition de valeur, une plaquette, un catalogue, c'est pas du tout le même métier. Donc, je pense qu'on ne peut pas unifier ça sur une seule personne. non, tu as raison. Je pense que tu as raison. Alors, quand je parlais des commerciaux et que je disais que SDR, account exec, les SDR, d'après moi, vont passer au marketing, en fait, et être beaucoup plus dans une optique de devenir des marketeurs ou cette fonction-là, notamment autour de la prospection dont on parle souvent ensemble, va être une fonction marketing qui va se mettre au service des commerciaux, des account exec. Et on n'a pas besoin d'avoir les deux rôles aujourd'hui dans l'équipe commerciale entre un SDR qui s'arrête à un moment donné parce qu'il parle souvent longtemps aux clients également, hein, au téléphone ou par Internet ou autre, et puis un account exec qui, lui, devrait d'ailleurs remonter dans le parcours d'achat, tout au début du parcours d'achat, et ne pas être positionné uniquement lorsque le client a envie d'acheter quelque chose et uniquement pour des raisons de négociation. Après, en ce qui concerne la différence entre l'account exec ou l'ingénieur d'affaires face au client et le customer success manager, moi je constate également là un flou assez important dans le passage de l'un à l'autre. Et là, c'est peut-être que les customer success vont devenir plus dans le service client au sens traditionnel du terme que dans la vente. Voilà, peut-être. Alors maintenant, quand je dis ça, il n'y a rien du tout là-dedans qui... C'est ma prédiction en termes de tendance sur l'année 2021. Et je pense que c'est entre autres lié au fait qu'on retourne vers un côté très humain de la valeur ajoutée du vendeur par rapport à un côté très process, très technique de vente, processus de vente, etc. Hein, on n'entend plus. Voilà. C'est plus possible. À bientôt. Alors, quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus aussi? Vous m'entendiez plus là? Par rapport à ta prédiction d'avant, Loïc, entre le SDR et la compte exécutive, SDR, tu veux dire quoi? L'avant-vente? Non, SDR, c'est celui qui, en règle générale, s'occupe de ferrer le client. De ferrer un prospect dans le début de son parcours d'achat. Hein. À partir du moment où il a frétillé, on met un SDR en face de lui. Le SDR va l'emmener jusqu'à ce que le client soit considéré comme quelqu'un qu'il faille visiter, par exemple, ou avec lequel il faille négocier, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est une grosse perte de temps parce que selon les objectifs de chacun, donc les KPI qu'ils ont à rentrer, et clairement le client est la plupart du temps, il redonne ses problématiques justement aux exécutives à compte. Et malheureusement,
aujourd'hui, je ne trouve pas que ce soit bon pour le client, ce genre de choses. Alors, pour moi, il devrait y avoir principalement une seule personne avec un avant-vente qui va venir régler la partie technique. Et encore une fois, selon les projets que tu as à vendre, selon les produits ou services que tu as à vendre. Mais je pense que pour ma part, c'est une grosse perte de temps et le client, souvent, mais il raccroche, en fait. Exactement. Mais on est à 100% en phase, Vincent. C'est la raison principale, d'ailleurs, qui est être tourné vers le client, répondre réellement aux vrais besoins des clients et non pas s'occuper de notre process de vente ou de notre efficacité théorique dans le processus de vente en segmentant comme on le ferait dans une usine à la chaîne, tu vois. Et aujourd'hui, on est allé beaucoup trop loin dans le fait de faire de la vente à la chaîne. Et je pense, et beaucoup, je ne suis pas le seul à penser ça d'ailleurs, hein, honnêtement, hein, beaucoup, encore une fois, relisez, je vous remettrai le lien vers la vidéo de notre collègue américain qui l'exprimait encore mieux que moi. Là, j'ai été un petit peu, comment dirais-je, frustré par notre problème de connexion, là, donc j'exprime peut-être pas les choses très bien. Alors, il y a une troisième prédiction que je voulais faire. Alors, à moins que Faïs va réagir, ou Laurent, si vous, non. Il y a une troisième prédiction que je voulais faire, c'est celle liée au social selling, et plus particulièrement. Ça fait à peu près 5, 6 ans, 7 ans que moi, je m'occupe de social selling. Et au début, je pensais que les grandes entreprises allaient embrasser le social selling. En 2017, j'ai même écrit des prédictions un peu volontaristes dans lesquelles je pensais que la maturité allait arriver en 2017-2018 pour les sociétés, les grandes et moyennes sociétés. Et qu'au contraire, c'était les PME qui étaient dans la merde par rapport au social selling et qu'elles auraient du mal à y aller. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ce sont les indépendants, les TPE, les toutes petites structures, les entrepreneurs, les intrapreneurs qui font du social selling, mais absolument pas les grandes entreprises avec les directeurs commerciaux qui sont qui adhèrent au DCF ou à d'autres choses comme ça, hein, dans lesquelles c'est aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux dans une optique de vente par les commerciaux dans les grandes et moyennes entreprises est quasiment nulle. Enfin, quand je dis quasiment nul en termes d'efficacité, d'accord, les formations ne servent à rien, les outils d'employé advocacy, ça apporte pas grand-chose, simplement utiliser Sales Navigator pour espionner les clients, pour ensuite les appeler traditionnellement et autres, bon, ben, c'est bien, mais c'est pas du social selling complètement. Mais je pense que là, avec l'arrivée justement des 2 autres prédictions que je viens de faire, les bons commerciaux vont de plus en plus se rendre compte que, nonobstant ce que leurs patrons ou leurs dirigeants leur disent, ou leur disent pas d'ailleurs, puisque la plupart sont ignares en termes de social selling parmi les directeurs commerciaux, hein. Je le répète, hein, je le dis, la plupart des directeurs commerciaux sont ignares en matière de social selling. C'est pire que leurs commerciaux, hein. C'est pire. Voilà. Et donc, je pense que là, par contre, grâce à la Covid, grâce à la visio-vente, grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une chance qu'enfin, il y ait une espèce de déclic dans une partie des sociétés, notamment celles qui vont devenir des sociétés à mission, des bicorps, des sociétés qui ont une raison d'être beaucoup plus forte que simplement je fais du fric et puis vous suivez mes process, messieurs les vendeurs, à la schlag, sinon vous êtes out, hein. Je pense qu'il y a une partie des sociétés, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, qui va vraiment s'y mettre en 2021. J'en formule l'espoir en tout cas, hein. Voilà, ça c'est ma troisième prédiction, c'est que c'est le bon moment pour le social selling. 2021 va être une année, alors avec plein d'offres par contre, et un bordel pas possible, un bruit pas possible sur le marché, vu le nombre de soi-disant experts de LinkedIn, experts du social selling, experts du digital selling, du digital marketing, blablabla. Donc là, ça risque d'être un peu compliqué en général pour choisir, mais voilà, ça c'est ma troisième prédiction, elle est directement dans mon domaine. Et c'est pour ça que je vais continuer à fond les social selling forums et essayer de les déployer encore beaucoup plus, y compris d'ailleurs à partir du 15 janvier en Afrique. Voilà, ça c'est ma troisième prédiction. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Vas-y, Faiz. Tu as abordé plusieurs points, Loïc, mais moi je veux revenir sur 2 axes importants. Alors le premier axe, tu vas commencer à développer en fait le Social Selling Forum, mais moi la question que je te poserai, est-ce que ça sera du présentiel, est-ce que ça sera du 100% virtuel, est-ce que ça sera plutôt de l'hybride? Loïc, comment tu comptes aborder ça? Et la deuxième question, ça reprend la notion de formation, tu l'as évoqué. On voit tout et n'importe quoi.
quelle est la formation ou quelles sont les formations, à votre avis, hein, qui seront nécessaires et obligatoires pour préparer le post-Covid? Moi, je pense qu'il n'y a aucune formation. Moi, je pense que la formation n'est absolument pas obligatoire, n'est absolument pas nécessaire. Je pense que la formation post-Covid, dans un chaos comme celui du Covid, parce qu'il ne fait que commencer le chaos, il n'y a rien de ce qu'on connaissait avant qui va être valable après. Donc, de toute façon, se former sur des techniques de vente, se former sur même des outils, etc., pour moi, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est d'avoir vraiment une envie de progresser par l'apprentissage permanent. C'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et à mon avis, ça va encore être plus important maintenant. Ce matin, je réagissais à un post qui parlait de l'entraînement. C'était un post d'Edgar Gros-Piron, si tu veux, qui parlait de l'entraînement. Pour moi, c'est ça la formation. Hein. C'est tu t'entraînes comme un malade. D'accord, et tu changes au fur et à mesure et tu pivotes. Et quand c'est pas la peine que je me forme par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, l'outil. C'est en voyant les merdes que j'ai aujourd'hui que je vais progresser d'ailleurs. Hein, c'est pas en m'étant formé à la meilleure manière de faire du streaming avec Zoom et avec Restream.io, etc. Hein. Et pour moi, les formations aux techniques de vente, elles sont complètement obsolètes aujourd'hui. D'ailleurs, chaque fois que je veux essayer de lire un nouveau livre de technique de vente, j'arrête au bout de 3 pages. Quoi, tu vois, d'accord, tellement je pense que ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais voilà, ça c'est mon avis. Moi, je dirais de l'agilité à l'état pur. Voilà. Si je voudrais résumer tout ça, c'est de l'agilité à l'état pur. Et ce que tu disais sur les managers qui manquaient je pense, d'envie, en fait, tout simplement. Comme tu le remarquais aussi, les managers manquent d'envie. Moi, j'ai quitté une boîte où je gagnais bien ma vie. Manager zéro, management zéro, à part pour remplir des tableaux et des KPI. Donc, ça, c'est comme si on t'obligeait à boire de l'eau de mer, tu vois, quand tu avais soif. Donc, du coup, je trouve que ces gens-là, en fait, ne veulent pas, en fait, c'est des oui-oui, voilà, clairement. On parle de gens de oui-oui, en fait, qui écoutent des directions qui ont des mentalités qui sont obsolètes, qui n'ont aucune agilité. Ils vont perdre tous les bons éléments très agiles qu'ils ont. Ils vont garder les oui-oui qui confirment les oui-oui des patrons. Et aujourd'hui, voilà, on en arrive là. On en arrive à ce que je fais aujourd'hui pour mes clients. Voilà, ils perdent du temps avec 5 ou 6 commerciaux et la plupart du temps, ils se retrouvent avec 25 rappels, 50 mails à traiter et puis finalement, les grosses boîtes, je pense qu'elles sont en train de décélérer et elles vont garder juste leur vivier. Et puis, comme toutes les grosses boîtes, voilà, repasser par de la vente indirecte qui sera plus agile. Et le gros paquebot va gérer les grands comptes. Et ça, c'est ce qui arrive fréquemment dans nos grandes entreprises. Et tu vois que tu as des prédictions, Vincent. Tu en as des prédictions, toi, dis donc. Ouais. Tiens, je vous montre un de mes sapins, là. Tiens. Voilà, dehors. Ok. Est-ce que Laurent… Tiens, j'ai vu qu'il y avait Valérie aussi. Excuse-moi, je ne te vois pas souvent, Valérie, parce que… Vas-y, parle. Tu n'es pas sur le même écran que moi, sur mon smartphone. Ah, d'accord. Ok. Bonjour à tous. Désolée, j'étais un peu en retard parce que tout a planté, là. Google, Chrome, YouTube. Bref. J'arrivais plus à me connecter, c'était le BINS. Concernant les prédictions, moi je te rejoins, Loïc, dans le sens où je pense que ça ira bien au-delà de 2021, qu'au niveau politique, géopolitique, économique, c'est effectivement que le début. Donc, par rapport à ça, je rejoins ce qui a été dit dans le sens où il va y avoir un vrai besoin de simplification parce que les gens vont avoir besoin d'authenticité. Et il y a certains discours, je crois, qui ont encore cours aujourd'hui, qui ne tiendront plus parce que les gens ne s'y reconnaissent plus. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est coaching et accompagnement, il va y avoir beaucoup de demandes parce que tous les repères connus aujourd'hui, à un moment donné, à plus ou moins long terme, vont s'écrouler. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Et que donc, c'est aujourd'hui qu'on commence à reconstruire autre chose. Et que je pense que sans tomber dans le communautarisme, mais il y a un vrai besoin de communauté.
avec des liens de valeur, avec de l'authenticité, avec tout ce qui fait, j'ai envie de dire, notre part d'humanité, quelque part. Et ça, c'est important. Et quand je vois encore, alors je suis peut-être brutale, hein, mais quand je vois encore certains discours, effectivement, mais je me suis dit, dans les 2 ans, eux, ils vont dans le mur, quoi. Parce qu'il n'y a pas de capacité d'adaptation. Je rebondis sur ce que disait Vincent. Moi, je suis désolée, mais manager, j'adore ça. J'ai fait ça pendant 30 ans et je me suis éclatée avec mes équipes. Par contre, oui, là où je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'être soi et le courage parfois de s'opposer. Et aujourd'hui, quand je parlais de phase de transition, c'est qu'il y a ceux qui vont s'opposer parce que les modèles qu'on propose ne sont plus viables, que ce soit au niveau de la personne en tant que manager ou au niveau de la structure à proprement parler. Donc après, c'est comment on reconstruit, comment on remet du lien avec tout ça. Et c'est là où cette phase de transition, elle est difficile et c'est difficile de se projeter parce que la visibilité, elle est moindre. Donc oui, on va faire un coup, on va vendre un truc, machin, etc. Mais est-ce que c'est pérenne ? Et il y a une espèce sur tous les métiers, sur toutes les organisations, les formations, les discours, il y a toujours, moi c'est ça qui m'agace prodigieusement en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de fuite en avant, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et qu'à un moment donné, les vraies problématiques, on ne veut pas mettre le nez dedans. Mais il y a un effet boomerang qui est en plus de ça démultiplié la plupart du temps. Donc, oui, je préconise ce que je disais l'autre fois, petit pas par petit pas, mais en ayant quand même une vision et en gardant une part d'adaptabilité. Parce que de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on a la main et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc après, est-ce que si on n'a pas la main sur un sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui serait bien, c'est d'arrêter de promouvoir des bons vendeurs en tant que manager, en sachant qu'ils n'ont aucune fibre managériale déjà, et de les laisser bons vendeurs. Malheureusement, ils s'emmerdent dans leur travail, donc forcément, on les fait évoluer pour pas qu'ils partent à la concurrence. Au-delà de ça, je pense qu'un manager, quand il prend ses 4000 balles par mois, il préfère dire oui à rentrer des KPI dans un tableau parce qu'il n'y a rien qui va changer à sa vie à part le 0,01% de com en plus sur les vendeurs. Et donc, du coup, c'est malheureux, mais bon, il n'a pas du tout envie de tirer les gens vers le haut. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'est fait. Les managers ont gros besoin de formation, sauf que malheureusement, ne veulent pas prendre le temps. Pour eux, ils sont arrivés là. Et tu sais, on est arrivé là. Et on ne va pas aller voir plus haut. Voilà. Tu sais, Vincent, pardon. Il y a Laurent qui voulait réagir. Il y a Laurent. Laissons Laurent d'abord. Vas-y, Laurent. C'est marrant ce que dit Vincent, parce que en fait, je me reconnais dans tes propos et toute proportion ce que je vais dire, la violence de tes propos vis-à-vis des managers. Je vais essayer d'amener un peu d'eau sur ça. En fait, moi, je ne vais pas faire de prédiction. Je vais simplement vous dire ce que j'ai l'impression qui va se passer, ou en tout cas ce que je subodore, mais il y a 2 chemins possibles. Et là, j'avoue que je ne sais pas lequel. Enfin, il me paraît qu'il y a 2 chemins possibles et je ne sais pas lequel on va prendre. Il y en a un qui est flippant, l'autre moins. En fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout un tas de sociologues, et on l'a bien vu notamment aux États-Unis, et vu que généralement, c'est ce qui nous arrive juste derrière, on peut s'inquiéter, c'est la polarisation de la société. La polarisation de la société, c'est quoi? C'est de la pensée dichotomique, c'est du biais, c'est on tape dedans, c'est noir ou blanc. Ou pour simplifier, si tu n'es pas avec moi, tu es donc contre moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une simplification, mais dans le mauvais sens du terme. Quand je vous entends parler tout à l'heure de simplification, je suis d'accord avec vous, mais en même temps pas. Parce que le gros problème de la simplification, c'est qu'on perd la nuance. Et dans toute l'histoire de l'être humain et de l'humanité, à partir du moment où on a commencé à perdre de la nuance, ça n'a jamais amené quelque chose de bon parce qu'on a perdu quelque chose de l'humanité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on a un choc énorme et aujourd'hui, on manage, et là je vais rejoindre ce que disait Vincent, aujourd'hui, on manage de la complication. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est rempli de complexité et on manage de la complication. C'est-à-dire que concrètement, on manage des gens comme on manage des process, comme on manage des machines à l'époque de Taylor et de Ford.
on les manage exactement comme une pièce d'un rouage dans une chaîne de montage. Et le problème, c'est que ce n'est pas ça un être humain et ça ne l'a jamais été. Et il y a tout un tas d'autres managements, et je sais que Loïc connaît très bien ce dont je parle pour les Reinventing in Organization, etc., et tout un tas d'autres sujets. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne que ce qu'on a à gérer, c'est de la complexité. Et pourquoi c'est essentiel? Et je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Vincent notamment en a parlé. Les gens, ils se cassent aujourd'hui des boîtes. Mais t'es qui, toi, petit chef, pour me dire comment je dois bosser et pour me dire que tu es mieux que moi? Mais t'es qui? Donc, les gens, ils partent à l'indépendance où ils utilisent des formes qui leur permettent de ne plus subir cette contrainte, parce que c'est le cas, cette perte de liberté. Et ces gens, à un moment, il va bien falloir les fédérer, peu importe la forme, mais autour d'un projet, pour le dire de manière simple. Et comment on fait pour fédérer quelqu'un autour d'un projet en gérant de la complication? C'est impossible. Le seul moyen, ça va être de réussir à trouver le moyen, et là, vous allez penser que je prêche pour ma paroisse, mais si je dis ça, c'est parce que j'y crois réellement, c'est qu'on va gérer de l'implication. On va être obligé de gérer comment on implique les gens. Et comment on implique les gens sans les forcer? En les inspirant. Il n'y a pas d'autre choix, en leur donnant envie de bosser avec nous sur un projet qui les motive et qui les intéresse sans contrainte. Voilà, c'est juste. Mais je ne sais pas dans quel sens on va partir. Est-ce qu'on va continuer à aller vers la contrainte ou aller vers ça? Alors, on parle souvent de ce sujet-là. Laurent, on parle souvent de ce sujet dans ces sessions d'entraide entre pros et au Social Selling Forum. On va peut-être revenir aux prédictions très concrètes que nous faisons, enfin que nous faisons chacun pour 2021 et qui s'appuient d'ailleurs sur les choses dont tu viens de parler ou ce dont Valérie vient de parler d'ailleurs, ou Vincent. Fez, je vais répondre à ta question pour le Social Selling Forum. Il va être avant tout virtuel, avant tout en ligne, peut-être hybride, mais certainement pas de nouveau en chair et en os uniquement. Voilà ce que je veux dire. Et il va être certainement beaucoup virtuel. Tu vois, par exemple, pour venir en Afrique et faire plusieurs forums dans la même année en Afrique, eh ben, ça se fera, grâce au Covid, ça se fera à distance. Alors qu'avant, on n'aurait pas pu le faire. Il y a quelques mois encore, on n'aurait pas pu correctement développer des social selling forums en ligne. Il y aurait eu une résistance au changement assez importante. Ici, cette résistance, elle n'existe plus. Même si les gens disent « Oh oui, on veut se revoir physiquement », on le fera, on se reverra physiquement. Mais voilà mon avis. Donc, je résume quand même, parce que Fez, en général, doit nous quitter un peu avant la fin de l'heure. Donc, on va terminer l'enregistrement dans 5 minutes pour Fez. On enregistre ça de façon à ce que je puisse ensuite le remonter sur YouTube. Tu m'enverras le 8 transfert, Fez, si tu veux bien. Si ça marche, si ça a marché. Espérons. Donc, moi, je vais revenir sur mes 3 prédictions pour résumer. Et puis, à partir de là, on se donnera rendez-vous demain pour ceux qui veulent faire réellement de façon structurée leurs prédictions, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi pour les autres qui entendront peut-être ce message avec un peu de chance. Premièrement, je prédis que la visio-vente, la vente à distance, la vente à travers un écran est là pour durer, pour perdurer et pour croître et embellir. Et ça adresse également l'événementiel, à mon avis. Mais pas que. Pas que, également le face-à-face, le face-à-face avec le plus de valeur ajoutée possible. Ça inclut également le face-à-face avec énormément de valeur ajoutée. La deuxième chose que je prédis, c'est que la sous-segmentation beaucoup trop forte, à mon avis, des vendeurs dans les organisations qui pratiquent la vente complexe, notamment B2B, dans lesquelles on a mis en place un saucissonnage pour être plus efficace en théorie, mais qui, comme le disait bien Vincent, ne s'intéresse pas aux clients, en fait, dans la réalité, que ce saucissonnage-là, je parlais de SDR, d'account exec, de CSR, mais ça peut être différent. Il peut y avoir des délégués commerciaux, des assistants commerciaux qui aident d'autres. Enfin, la sous-segmentation, elle se fait selon les industries. Je pense que là, on va revenir à plus d'humanité et plus d'unicité dans la relation entre le client et celui qui lui apporte vraiment de la valeur, parce que sinon, le client va faire du e-commerce, du self-service, de l'intelligence artificielle et ça ira très bien. Ma troisième prédiction est sur le social selling, où je pense quand même, malgré ce qu'on vient de dire, là, on a un peu digressé sur l'organisation des organisations et sur les raisons d'être et sur le fait de donner une raison d'être avec nous
pour nos collaborateurs, quand on en a. Je pense que le social selling a sa carte à jouer en 2021, y compris maintenant dans les grandes et moyennes entreprises, mais pas avec les méthodes du passé qui consistaient à faire des formations d'une demi-journée ou de plusieurs jours en pensant que les commerciaux derrière allaient s'y mettre. Ça n'a jamais marché, ou en les dotant d'un outil d'employee advocacy pour en faire des hommes sandwich, des clones, etc. Ça n'a jamais marché non plus. Donc, je pense que là, c'est au travers, je dirais, de la compréhension du client et de l'amour des clients que ça peut fonctionner. Ça ne fonctionnera pas dans les entreprises qui veulent revenir comme avant, hein, à mon avis, de toute façon. Celles-là, elles vont continuer. Voilà, c'est ça que je voulais dire en conclusion. Donc, Fez, comme tu es l'enregistreur, tu peux faire la conclusion. Ouais. Merci beaucoup, Loïc. Moi, je veux revenir à plusieurs points. En fait, c'est que je vais dire ce que je pense du secteur de l'événementiel avec 3 points. C'est que moi, à mon sens, l'événementiel va être plutôt hybride. Donc, parce que aujourd'hui, les entreprises, nos clients, lorsqu'ils font des enquêtes en interne, le premier point qui revient, c'est qu'on a besoin de se rencontrer. Donc, en fait, les tendances vont être des petits rassemblements, des petites réunions plus locales et néanmoins connectées avec d'autres destinations. Donc, ça va être aussi encouragé par le fait qu'on va avoir encore peur de voyager, de prendre les transports et notamment l'avion. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième question que je me pose, c'est que qui va ouvrir les vannes une fois que la crise est derrière nous? Est-ce que toutes les entreprises vont commencer en fait, à faire des événements dès le début pour engager leur audience, pour engager leurs collaborateurs ou leurs clients? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qui va rester? Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de casse. Donc, il y a certains acteurs, malheureusement, qui ne vont pas résister. Et donc, ça, c'est une question aussi que je me pose d'une manière très pertinente. Et je reviens à ce que Vincent a dit tout à l'heure, c'est qu'on doit prévoir. Moi, j'ai une direction qui me demande de faire des prévisions d'un point de vue vente. Et clairement, on navigue dans l'incertitude totale. Mais je suis obligé de proposer des chiffres. Voilà ce que je veux. Alors, attendez, alors, comme vous voulez encore réagir, messieurs, et peut-être dames aussi, je n'ai pas vu Valérie, ben, réagissez. Oui, pardon, excuse-moi. Je voulais juste dire un petit mot. Je pense que 2021 va être une année de vraie prise de conscience et l'année des choix à titre individuel, à titre personnel, et du courage et de la persévérance, parce que ça va rester chaotique. Et donc là, c'est la reprise du pouvoir individuel de chacun, même si on ne plaît pas à tout le monde, ce n'est pas grave. Mais c'est la vraie année des choix. C'est pour ça que je parlais des pertes de repères et qu'il faut reconstruire. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut avoir le choix, hein, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas le choix, tellement ils seront pauvres, tellement ils seront dans la merde, tellement ils seront dans le chaos eux-mêmes, parce qu'il faut quand même voir qu'il va y avoir énormément de casse sociale, énormément de casse environnementale et sociétale, à mon avis, aussi. C'est le flip coin, enfin, c'est l'autre côté de la chose. Hein. Vas-y, Laurent, et ensuite, Vincent. Ouais, je vais être super rapide. Je vais faire le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui était important, c'est d'apprendre. Je vais aller au-delà. Ce qui est important, ce n'est pas d'apprendre. C'est d'apprendre à apprendre. Okay. Parce que tous ces gens, comme tu en parlais à l'instant, qui vont avoir des galères, qui vont ramer, c'est à ces gens-là qu'il faut apprendre à apprendre pour s'en sortir. Alors, moi, Laurent, déjà, peut-être qu'au départ, ça serait leur donner à manger aussi. Voilà. Je pense que la réalité pratico-pratique terrain, ça va être celle-ci. C'est pour ça que… Attendez, stop. On ne s'est pas compris, là. On ne s'est pas compris. Je ne vous parle pas de gens qui meurent de faim. Parce que là, ça m'a un peu interpellé quand même. Non, mais attendez, 2 secondes. On ne parle pas de gens qui meurent de faim, là. Je dis simplement que pour des gens qui veulent retrouver de l'employabilité, soyons très clairs, j'ai pas dit il faut pas leur filer à bouffer, il faut leur apprendre à apprendre, c'est pas ce que j'ai dit, il y a des priorités dans la vie, soyons très clairs. J'ai simplement dit, pour des gens qui aujourd'hui veulent retrouver de l'employabilité, le plus important n'est pas d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre. C'est ça que je dis. Ok, là-dessus, ok. Vincent, vas-y, très rapidement pour que Fez puisse terminer cette session. Oui, alors j'en parlerai un autre jour du coup pour une prédiction. Mais voilà, par rapport à ce que disait Fez, encore une fois, je ne sais pas si tu es employé dans une grande entreprise, mais voilà. Les grandes entreprises, le modèle est avec des maxi-charges et malheureusement, encore une fois, plus tu as de charges et plus l'atterrissage, il fait mal. Donc,
On peut prendre un avion bien lourd et un avion en papier, donc qui atterrira pas pareil si jamais il prend feu. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et puis je parlerai les autres jours de prédiction du coup. Eh bien, merci beaucoup. Alors, et il faut lire Antifragile, Fez. Je le rappelle ça quand même, parce que justement, big is not beautiful dans ce contexte-là, tu vois. Dans le contexte du chaos, big is not beautiful. Et les économies d'échelle et le scaling, etc. Bon, bref. OK, merci beaucoup pour cette session vraiment chaotique du fait des travaux de Free, je pense. J'espère que c'est ça, d'ailleurs. On va voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais essayer de réparer tout Internet pour demain. Fez, tu vas pouvoir arrêter l'enregistrement et plus tard m'envoyer le fichier si tu veux bien. Au revoir à tous ceux qui nous écouteront quand même peut-être un jour. Bye bye. À plus. Salut. Bye.